Alors, mesdames, messieurs, bonjour. Non, vous ne vous êtes pas trompé d'émission. Pierre est malheureusement absent aujourd'hui et nous sommes quand même avec un Qu'en pensez-vous? Une émission d'actualité, mais davantage d'actualité commentée sur l'ensemble des scènes locales, régionales, nationales et internationales. Or, aujourd'hui, et non, je ne serai pas tout seul, je vais être avec notre ami Patrice Bouchard. Salut Patrice, Salut Jules. qui, comme on le sait, est enseignant, eux aussi, par temps libre, conseiller municipal à la ville de Dolbeau-Mistassini. Je dis ça par temps libre parce que je sais que vous avez beaucoup de travail, naturellement, quand on est conseiller. Patrice, toi qui d'œuvres dans le domaine de l'enseignement, toi qui sais comment est-ce que ça peut être nocif d'avoir dans un milieu comme une école, effectivement, des gens qui sont aux prises avec des comportements qui vont davantage dans la violence que d'autres choses. Qu'est-ce que tu penses de notre ami M. Donald Trump qui vient de dire que pour régler le problème des armes et de la violence, en fait, dans les écoles, on se devrait d'armer les professeurs. Es-tu prêt, toi, à avoir une arme pour enseigner? D'abord, j'en voudrais pas. J'en ai pas. J'en ai pas chez moi. Je suis pas quelqu'un qui connaît les armes à feu. Je connais pas vraiment la culture des armes à feu. Puis de ce qu'on connaît, nous, ici en région, c'est une génération, on va à la chasse, c'est une activité à la limite familiale. Bon, cette question-là, bon, oui, là, on sait que c'est arrivé dans la foulée d'une fusillade il y a 2 semaines dans une école. Oui. Mais ce que ça fait ressortir, c'est la problématique des armes à feu aux États-Unis. Puis cette problématique-là, écoutez, c'est plus une problématique, c'est un mot là, tellement profond. Là. C'est parce que là, je lisais dernièrement que depuis le début de l'année, là, on est toujours bien seulement le 28 février, qu'il y avait eu quelque chose comme 14 ou 16 fusillades dans des écoles aux États-Unis. On ne parle pas dans la rue, on ne parle pas de règlement de compte, on ne parle pas du crime organisé, on ne parle pas d'intervention de la police, on ne parle pas du nombre de décès par balle par jour, là, que je pense l'année dernière, ça se situe autour de 90 par jour. Oui. Alors, tu sais, le problème, c'est la présence des armes à feu dans la société américaine. Et là, la solution de M. Trump, c'est de dire, bien, et ça a dû faire plaisir, j'imagine, au lobby des armes à feu. Je pense que ça vient d'eux autres. D'abord, il a fait sa campagne, rappelons-nous, en disant qu'à la Maison-Blanche, il allait être un allié, puis bon. Puis là, il dit, bon, on va peut-être pas armer tous les professeurs, armer quelques-uns pour assurer, pour régulariser tout ça. Mais admettons, pour une raison ou pour une autre, il y a un professeur qui a des problèmes d'ordre professionnel, émotionnel, familial. Qu'est-ce qui arrive avec cette personne-là? Comment elle pourrait utiliser son arme? Un professeur, pour toutes sortes de questions, a des problèmes de santé mentale, est blasé, est dépressif. Qu'est-ce qui arriverait? Est-ce que, par exemple, un professeur pourrait se faire intimider, se faire voler son arme? Exact. Alors là, on rentre dans une espèce de proposition qui n'a ni queue ni tête. Puis, ce qu'on a vu depuis environ peut-être 10, 15, 20 ans aux États-Unis, c'est que c'est d'abord et avant tout les États qui peuvent légiférer pour les armes à feu. Puis, on a environ le 2/3 des États qui ont une réglementation qui a évolué du côté permissif de la chose. Tu sais, moi, je me rappelle encore, je vois Barack Obama, dans son 2e mandat, arrive des drames comme on voit là, puis lui-même, il le sait que s'il pose des gestes, il va être renversé par le Congrès, par le Sénat. Lui-même est conscient du fait qu'il n'y a pas vraiment de marge de manœuvre là-dessus. Ben, à la limite, pour jouer avec le nombre de balles dans une boîte, là, ou des affaires, somme toute, insignifiantes par rapport à l'enjeu. Là. Puis là, je me rappelle de le voir pleurer en conférence de presse, là, lui qui est père de 2 enfants. Puis, je me disais, mais comment on en est arrivé là? Et là, de me faire lire un amendement de la Constitution qui remonte à une époque où, les armes n'étaient pas précises, où tu avais de la misère à viser 10-15 pieds avant de toi, où tu n'avais pas plein de chargeurs qui se vidaient en même temps, où tu avais une guerre civile. Exact. Et là, c'est complètement ridicule. Alors, ce qu'il faut, c'est moins d'armes dans la société, pas plus d'armes. Est-ce que c'est pas aussi révélateur, cette proposition de Donald Trump, de sa façon de travailler depuis qu'il est élu? Ça fait maintenant plus d'1 an là, qu'on sait qu'il est le président des États-Unis.
c'est pas significatif aussi de sa façon de diriger. Donc, on ne sait pas ce qu'on s'en va aux États-Unis. Moi, probablement que c'est un monsieur qui se fait conseiller, mais en fin de compte, il dit ce qu'il veut. Et d'abord, il y a tellement d'instabilité à la Maison-Blanche que c'est difficile de garder une ligne. Quand c'est rendu que tu parles à quelqu'un, pas que tu parles, mais que tu demandes à quelqu'un qui a déjà été dans l'armée pour mettre de l'ordre là-dedans, puis qui lui-même a de la misère. Ah non, c'est très symptomatique. Puis, mais en même temps, les armes à feu, là. Tu sais, moi, au début, je me disais, ça, c'est la gang du Tea Party, puis il y a des républicains. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a bien des démocrates qui sont en faveur aussi. Donc là, c'est une autre histoire. C'est que tu as des gens dits progressistes, libéraux, qui sont pour le port d'armes, puis pour avoir une arme chez eux, puis pour... Il y a un élément... Donc, il y a quelque chose de culturel là-dedans qui c'est ce que je voulais extrêmement difficile à modifier. Exact. En tout cas, écoute, fort probablement qu'ils sont aux prises encore et ils vont fort probablement le demeurer avec ce problème-là, avec la façon dont leur président répond aux problèmes qui sont présents. Je reviendrai à notre local, Patrice, pour te discuter. Je sais que tu es aussi conseiller municipal, mais ce n'est pas dans ce sens-là que je te pose nécessairement la question. Vous avez adopté cette semaine un code d'éthique au niveau du conseil municipal. C'est un code d'éthique, si ma mémoire m'est fidèle, qui s'adresse et aux élus et aux fonctionnaires, je pense. Il n'y a pas juste la question des élus. C'est dans la foulée là, de tout ce qu'on a connu il y a quelques années, Commission Charbonneau et compagnie. C'est une obligation que les municipalités ont. On réitère des principes de transparence, évidemment, d'honnêteté, mais aussi, comment je pourrais dire? Des fois, le conflit d'intérêt, c'est une chose, mais l'apparence de, tu sais. Alors, c'est sûr qu'un code d'éthique comme ça, il y a quelque chose de très vertueux là-dedans. En même temps, il y a une symbolique, tu sais, ça nous engage à montrer patte blanche, si je peux dire. Donc, c'est absolument nécessaire. On ne peut pas être contre ça, tu sais. Est-ce que ça règle tous les problèmes dans le monde municipal? Non, probablement pas. Mais justement, dans cette lignée-là, comme nouvelle élue, on a l'obligation d'avoir une formation sur l'éthique et la gouvernance. Et ça, je pense que vous l'avez eu la semaine dernière. Exactement. Vendredi et samedi, c'est une formation de 10 heures, donc vendredi soir et samedi toute la journée. Nous étions 11 élus. Il y avait des élus de la Côte-Nord, il y avait d'Almonte, il y avait de Saguenay et une représentation assez importante de Dolbeau-Mistassini parce que nous sommes 5 nouveaux. Exact. Parce que si tu as déjà fait la formation comme conseiller puis que tu t'en vas maire ou que tu as déjà été élu conseiller, tu n'as pas besoin de la refaire. Mais c'est pour les nouveaux élus. Tu sais, comme moi, j'ai été élu il y a 10 ans, mais il fallait que je la fasse pareil. D'abord, la loi n'existait pas, puis de toute façon, il y a eu un délai entre les deux. Puis bon. Fait que, et là, on apprenait notamment un peu l'ABC du monde municipal, le fonctionnement de l'Union municipale du Québec, le genre de formation. Alors, je te dirais qu'il y avait une partie plus générale. Il y avait une partie sur les valeurs, entre autres, qu'on retrouve dans le Code d'éthique. Il y avait une partie aussi sur, je te dirais, le rôle de l'élu, que comme c'est un administrateur, c'est un législateur, il représente dans différents événements, etc. Après ça, l'importance d'essayer de se donner une vision à long terme puis d'agir en amont plutôt que de la petite semaine puis corriger les problèmes au fur et à mesure qu'ils arrivent. Après ça, ce qui est intéressant, il y avait entre autres le directeur général de Saint-Jean-sur-Richelieu qui a lui donné un bout d'entrevue. Il y avait une avocate aussi qui est rattachée à l'UMQ, elle a un bureau à elle, mais qui est rattachée à l'UMQ. Donc, ce qui fait que tu as des gens qui ont des compétences professionnelles autres, tu sais, qui pivotent autour du monde municipal, mais qui ne sont pas nécessairement des élus. Puis là, qui viennent nous expliquer un peu les règlements, leur vision de la chose, etc. On a parlé des nouvelles lois qui s'en viennent pour le gouvernement de proximité, la loi 155, etc. Les nouveaux pouvoirs, l'adjudication des contrats. Alors, on sait que ça ne sera plus 25 000, ça va monter jusqu'à 100 000 de gré à gré. Donc, certains là-dedans voient une belle opportunité d'avoir... Parce qu'il faut comprendre que quand tu dis c'est 25 000, ou moins de 25 000, on peut avoir des retombées plus locales, mais à 100 000, tu sais, le 25 000 d'il y a, je ne sais pas, moi, 15-20 ans, c'est plus le même 25 000. Exactement. Mais en même temps, est-ce qu'il faut faire du gré à gré jusqu'à 100 000, là, je ne le sais pas. Là, mais il y a une discussion à avoir là-dessus. Mais dans un esprit de retombée locale, tout ça, ça peut être intéressant. Ça amène quoi? Est-ce que ça vous amène à regarder le travail par rapport au moment où est-ce que tu te présentes puis tu veux amener effectivement tes connaissances et ta façon de voir les choses en étant élu?
Et après avoir fait cette formation-là, est-ce que ce que tu avais ou ce que vous pensiez comme travail et les obligations, y a-t-il des changements possibles aussi? Globalement, on s'attend tous à... Mais là, tu sais, je vais avoir l'air un peu prétentieux, là, mais tu sais, c'est sûr que le fait que je l'avais déjà fait, il y a tout un langage que je possède. Le fait que j'enseigne la politique au cégep, puis que je parle du monde municipal, puis que j'explique qu'il y a 9 villes de 100 000 habitants et plus, puis voici le territoire, 80 des gens demeurent sur 20 du... Tu sais, bon, il y a des notions comme ça. Parce qu'on n'arrive pas tout à fait dans cette fonction-là avec le même degré. non, avec les mêmes... en même temps, tu sais, je ne sais pas, là, je pense pas qu'on ne tombe pas en bas de notre chaise. Là, tu sais, je veux dire, c'est un peu dans la continuité. Là. Mais l'idée dans ce genre de formation-là, c'est que si moi, je retiens une idée que je juge pertinente, puis l'autre à côté de moi, une idée, puis l'autre... Fait que ça fait qu'on ressort de là avec 4-5 idées que, regardons, on faisait pas ça tout à fait comme ça. Ça serait peut-être bien de réorienter. Fait que si ce n'est que pour ça, moi, je dis, ça a été bon. Je vais te donner un exemple. Quand on vote, là, nous autres, on vote toujours à main levée, après chaque proposition. Puis là, on écrit « adopter à l'unanimité ». En fait, on devrait écrire « adopter à l'unanimité des conseillers ». Oui. C'est pas très grave en soi, mais on nous a donné un exemple d'une ville qui a déjà un problème. La maire dit « je ne vais pas voter ». « Oui, tu as voté, c'est écrit à l'unanimité ». « Non, je n'ai pas... » Alors voilà, des fois, les chances que ça débouche sur un problème sont presque nulles. Mais c'est juste pour dire que des fois, dans la façon de faire les choses, on peut être plus précis, plus... Est-ce que vous abordez aussi des questions? On sait que le travail, ce qu'on appelle le travail en comité pour les élus, c'est fondamental parce que ça permet d'éplucher dans le détail, effectivement, l'ensemble des dossiers qui vous sont présentés avant de prendre une décision officielle. Est-ce que cela... ça vous amène à percevoir le travail aussi lors des comités. Autrement, aussi, ça là-dessus, il faut que ça se maintienne comme étant... Il y a des jeux d'intérêt qui se font là-dedans, bon, tout le kit, mais est-ce que ça vous permet de comprendre davantage? Oui, je vais te donner un exemple. Moi, un des comités que j'aime bien, là, c'est le CCU, tu sais. Pourquoi j'aime le CCU? Parce que, d'abord, c'est le fun, parce qu'on parle de projets, de choses qui s'en viennent. Moi, je trouve ça emballant, tu sais, de voir que tu as des promoteurs qui veulent refaire une façade. Regarde, comment ça va être joli, puis, tu sais, pour pouvoir verdir un peu plus, ou, tu sais, de mieux planifier, de mieux réfléchir la ville. Je trouve ça vraiment le fun puis stimulant. Un coup que tu as dit ça, tu arrives avec un ordre du jour avec 5-6 points. La réunion dure 3 heures. On s'entend-tu que c'est important d'avoir un comité qui ne fait que ça, qui ne réfléchit qu'à cela, puis après, on alimente le conseil. Parce que, as-tu pensé si, en plus des 40 ou 45 points à l'ordre du jour qu'on a traités dans une publique, s'il fallait en rajouter 2-3 heures pour ça, 1 heure ou 2 pour l'OMF, puis 1 heure pour les jeunes, puis 1 heure pour, je sais pas, moi, être au public, puis... C'est pour ça que les comités sont importants. Alors, on a des délégations, puis à chaque rencontre, on a la possibilité, quand on se réunit, nous autres, là, il y en a-tu qui ont eu une rencontre dernièrement? Oui, moi j'ai eu ça, il y a eu tel point, OK, tu sais, c'est... Puis le travail en comité, là, écoute, il y en a qui peuvent trouver ça des fois un peu... je dis il y en a, tu sais, dans la population en général, des fois, tu peux peut-être trouver ça lourd un peu. Mais c'est essentiel. Il y en a beaucoup qui disent que c'est facile en catimini, ce qui n'est pas le cas. Écoute... En fait, la décision se prend habituellement au public, mais l'information, vous êtes souvent de fois donnée. Oui, on l'a dans les comités, on lit. Tu sais, c'est sûr que souvent, c'est des comités qui vont recommander. C'est pas toujours... Tu sais, le CCU, c'est pas un pouvoir décisionnel. Non, c'est un pouvoir de recommandation. Je te dirais que dans 98-99 des cas, on suit exactement ce que le CCU dit. Mais est-ce qu'il peut arriver, pour toutes sortes de raisons, des dossiers un peu plus sensibles, où ce cas-là, on ne suit pas tout à fait ce que le comité nous a dit? Oui, ça peut arriver. Mais ça ne veut pas dire que ça se décide derrière les portes en cachette par catimini. Non. Hey, je reviendrai, si tu le veux, sur un sujet peut-être un petit peu plus régional. Oui. Qui, on le sait que depuis le début de cette semaine-ci, entre autres, on a des rencontres qui vont être faites au niveau de conventions, entre autres plus particulièrement pour le Parti québécois, qui se font. Dans Lac-Saint-Jean, on annonce qu'effectivement, il va y avoir à tout le moins 3 candidats. 3 candidats d'annoncés, puis des gens assez connus. Cloutier et aussi dans Chicoutimi,
Mme Mirejean a été, elle, sera la candidate. Ça va être la même chose dans Jonquière, on s'entend. C'est des gens qui sont bien d'ailleurs, dans celle, je pense que dans Jonquière, ça se fait aussi le 13 de mars, la rencontre à ce moment-là. J'aimerais, dans un premier temps, parce que tu as un peu eu l'occasion peut-être de t'interroger sur le fait qu'on ait assisté au début de janvier à des décisions au niveau du Parti québécois qui ont dit de candidats, qui ont dit, de députés, pardon, qui ont dit, bon, on ne se représente plus. Jusqu'à maintenant, je pense que c'est 4 ou 5 là, qui ont annoncé qu'effectivement, ils ne seront plus candidats. Donc, entre autres, ici, M. Cloutier. Toi, tu as interprété ça comment à ce stade-ci? Et y a-tu un au Parti québécois que ça se passe ça? C'est parce que c'est sûr que pour monsieur, madame, tout le monde, qui à ce moment-là écoute les nouvelles, tu apprends qu'il y a 3 personnes au Parti québécois, rappelons-nous, c'était François Gendron, Nicole Léger, puis Alexandre Cloutier. Tu apprends qu'il y a 3 personnes, bon, puis Agnès Maltais. Alors là, tu en avais 4, là, tu te dis, bon, les sondages sont pas bons, il y en a 4 qui partent. Est-ce que ça veut dire qu'ils contestent le leadership de l'Élysée? Bon. Tu sais, on peut penser ça, parce qu'en même temps, la façon des fois que les médias traitent les nouvelles, ça ressemblait de ça aussi. Sauf que il faut comprendre qu'on est dans une dynamique d'élection à date fixe. Puis des fois, anciennement, quand le parti au pouvoir a l'initiative de savoir la date de l'élection, toutes ces réflections-là se font pareil. Là. Oui. Mais c'est un peu plus caché, puis on veut garder un effet surprise, on garde des effets, exact. Un peu pour embêter l'opposition, pour espérer qu'il soit moins prêt. Puis, mais là, et justement parce que c'est à date fixe, justement parce qu'on connaît la date, on dit aux gens, là, ce serait le temps d'y penser. Parce que s'il y a des investitures, il faut trouver des candidats, il faut vendre des cartes de membres, il faut mobiliser le monde. Bon, alors là, tu en as 4 qui ont sorti en même temps, puis on a interprété ça de toutes sortes de façons. Sauf que, ah oui, puis je me rappelle d'une journaliste qui a demandé à Jean-François Lisée, elle parlait d'hécatombe au Parti québécois. Ouais. Alors là, Jean-François Lisée, il avait répondu, si vous parlez d'hécatombe dans ce cas-ci, j'ai hâte de voir quel mot vous allez utiliser quand vous allez parler du Parti libéral. Là, et ce matin, on apprenait que Stéphanie Vallée, la ministre, ne va pas renouveler son mandat. Okay. Et dans l'article, puis là, c'est aujourd'hui, 28 février, là. Et là, dans l'article, j'allais un peu plus loin, puis là, on disait que, bon, bien, dans le caucus libéral, présentement, il y a 69 députés. Ça inclut 30 ministres. Ça fait pas mal de limousines, ça, pour partir en campagne. Ça doit dire quelque chose à Bernard Landry en 2003, ça. Oui. Le nombre de ministres ayant choisi de quitter la politique, pour l'instant, il y en a une, Stéphanie Vallée. Nombre de ministres en réflexion, il y en aurait 3. Jean-Marc Fournier, Jeffrey Kelly, Laurent Lessard. Nombre de députés ayant choisi de quitter, Karine Vallière, Norbert Morin, Pierre Reid, André Drolet, Guy Hardy, ça fait 5. Et il y en aurait 6 en réflexion, dont Jacques Chagnon, Ghislain Bolduc, Raymond Bernier, Michel Matte, Germain Chevary et Serge Simard. Mais là, Serge Simard... Lui a ramené... Oui, il a annoncé il y a quelques jours qu'il allait renouveler. Alors, ce que je veux dire, c'est que... En avons-tu vu... Est-ce qu'on a vu des nouvelles, là, dans la couverture aussi négative, parler du Parti libéral sur ce sujet-là par rapport à ce qu'on a vu au Parti québécois? Non. C'est juste parce que ça s'est fait tout en même temps, fait que ça a donné une grosse impression. Mais dans les faits... C'est tout à fait normal que, autant au Parti libéral, parce que quoi, qu'à la CAQ, les gens réfléchissent à leur vie de famille, qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on y retourne ou pas. Puis quand tu veux travailler un comté pour espérer le gagner, tu veux avoir ton candidat à peu près 4, 5 mois, 6 mois d'avance. Tu veux qu'il soit présent sur le terrain. Fait que ça fait partie, si tu regardes, là, élection 1er octobre, regarde le calendrier, on est pas mal là-dedans. Là. OK. Je te ferais demander, le fait qu'on soit dans Lac-Saint-Jean maintenant avec 3 candidats, là, tu vois ça comment? C'est-tu sain, ça? On peut-tu assister encore à ce qu'on appelle des chicanes ou aussi... écoute, quand Alexandre Cloutier a annoncé qu'il quittait, il y avait pas loin de 4000 membres en règle et à renouveler. Oui. Ce qui fait le comté au Québec, tout parti confondu, où il y a le plus de membres. Et il a laissé la maison en ordre parce que les coffres sont pleins, ils peuvent partir en campagne demain matin. Oui. Lui-même l'a dit. Alors là, d'abord, les 3 personnes qui se présentent, parce que Marc Maltais, Cynthia Tardif et le jeune, un jeune Fradette, le fils de Jean-Marc Fradette, l'avocat, criminaliste. Oui. Donc, ces 3-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bien, j'imagine qu'ils vont tenter de convaincre les 4000 qui sont déjà là. Ils vont par le fait même contacter les membres, renouveler des cartes de membres
pour avoir vraiment le plus possible de membres en règle qui vont pouvoir voter, mais ils vont aussi, dans leur propre réseau, dans leur famille, dans leurs amis, dans le milieu de travail, vendre des cartes. Exact. Alors, tu vas te ramasser encore avec un comté avec pas mal de monde qui pourront prendre part. Et là, habituellement, c'est environ le tiers des membres qui participent. T'as-tu pensé, si tu as 4000 membres en règle, puis que tu as une convention à 1200-1300 personnes qui votent pour un candidat, en fait, là, ce que je comprends dans Lac-Saint-Jean, la grosse difficulté, c'est de gagner l'investiture. Oui. Parce qu'un coup que tu auras gagné l'investiture, ben moi, je suis prêt à parier que le Parti québécois va être réélu dans Lac-Saint-Jean. Ah, tu parierais là. Ah oui, je parierais là-dessus, comme dans Jonquière, puis comme dans Chicoutimi, parce que je ne crois pas que la CAQ a des assises assez solides. Et les libéraux sont 2e ou 3e chez les francophones, selon les comtés. Puis, je veux dire, des fois, il y a des gens comme ça, comme Sylvain Gaudreault notamment. Tu as l'impression qu'il pourrait être député pour n'importe quel parti. Dans le sens qu'il est solide. C'est un gars qui, à ce que je sache, n'a pas vraiment fait de faux pas. Il est en pleine maîtrise de soi devant les médias. Il est super bon. Puis c'est des gens qui sont en contrôle, qui sont bien assis dans leur comté, qui maîtrisent bien, qui connaissent bien les enjeux, qui ont une belle couverture médiatique. Pour moi, puis même, je suis prêt à prévoir qu'il y aura probablement même un 4e élu péquiste qui va s'ajouter, même dans la baie, dans Dubuque, parce qu'il y a une investiture qui s'annonce là aussi entre Jean-Marie Claveau et Mario Simard. Alors, c'est la même dynamique. En fait, M. Claveau a annoncé qu'effectivement, il ne sera pas sur l'air. Ah, il ne le sera pas? OK, c'est assez nouveau, pas ça. Sur l'air. OK, mais quand même, tu sais, c'est encore un endroit où la CAQ est plus ou moins structurée. Oui. Puis, il y a une semaine ou deux, on voyait même des organisateurs caquistes, pour ce qui reste, qui disaient « je quitte la CAQ », parce que là, la CAQ, ils veulent imposer des candidatures plutôt que considérer Est-ce que tu penses que ce phénomène-là que l'on observe actuellement dans les sondages à l'échelle nationale, qu'effectivement, la CAQ semble avoir, entre guillemets, à tout le moins du vent dans la voile. Tout à fait. Est-ce que tu penses qu'on peut avoir la même affaire ici, dans la région? Est-ce que les candidats de la CAQ vont bénéficier de cette aire de vent ou s'ils devront se battre différemment pour pouvoir être capables d'obtenir... En 2007, quand Denis Trottier a été élu, a été élu contre Carl Blackburn, si vous vous rappelez, là. Oui. Et, si je ne me trompe pas, le candidat d'Équus avait obtenu 20 c'est un candidat poteau. Par la suite, ça a varié, ça a été un peu moins, c'est revenu. La CAQ, dans Roberval, la dernière élection, a obtenu 7 Je ne pense pas que la CAQ va avoir moins de 7 à la prochaine élection dans Roberval. OK. Je pense qu'elle va avoir plus. Maintenant, la question, elle va aller chercher du vote acquis. Alors, moi, en tout cas, puis nationalement, là, les sondages, c'est une chose. Chez les francophones, c'est une autre. Dans la région de Québec. Fait que, puis le fond ici, dans nos cultures, je sais là, que la CAQ, les gens regardent la CAQ présentement. Oui. Présentement, c'est ce qui représente le changement. Mais c'était avant qu'on annonce Véronique Yvon, Jean-Martin Hossan, puis il y en a encore qui pensent que PKP peut revenir avant l'automne. Alors là, si on arrive avec une dynamique, d'avoir un chef, d'avoir 2, 3, 4 porte-parole, ça vient complètement changer le portrait. Puis moi, en tout cas, avant de vendre la peau de l'ours, j'attendrai un peu. On peut-tu parler du budget fédéral? On peut. Un peu, hein? On sait qu'il a été présenté hier. On va avoir encore une fois un budget déficitaire. Maintenant, ça, là-dessus, il paraît que ce n'est plus un problème. À cette heure, mais je ne comprends pas que ça ne soit plus un problème au fédéral, alors que, il y a 2 ans ou 3 ans, ici, au Québec, on se disait, là, il faut qu'on assainisse les finances, il faut qu'on enlève les déficits, en tout cas. Ça, c'est pas nouveau, hein, au Québec, de voter pour une chose et son contraire. Oui, c'est ça. En dedans de 6 mois à peu près, là. Parce qu'effectivement, on a mis au pouvoir à Québec des gens qui font la lutte au déficit public, puis qui veulent rééquilibrer le budget à tout prix. Puis on a vu qu'il y a 2, 3 ans de coupure. On a beau nous dire que c'était pas si grave que ça, puis que ça va bien, mais ça a quand même eu des impacts. Il y a eu puis, des affaires. ça paraît. Bon, oui. Un coup qu'on a dit ça, en même temps, à peu près, au fédéral, 40 députés libéraux sur 78 qui ont été élus au Québec. Puis Justin dit, c'est pas grave, les déficits vont faire 10 milliards par année. Finalement, c'était 30 milliards la première année. Mais là, ce que le budget nous dit, on est rendu à 18 milliards de déficit. Oui. Et alors, ce qu'on voit, c'est qu'on est passé à 30, 27, ça veut dire 18. Et
Certains commentateurs parlent de la recette Paul Martin. Tu sais, Paul Martin, il avait sous-estimé les revenus, surestimé les dépenses. Qu'à la fin, il annonçait une bonne nouvelle là, après 4-5 ans. C'est un peu ce qui est en train de se produire. L'autre affaire, c'est que c'est vrai qu'on a 30... notre dette représente au Canada 30 du PIB, 30-32, là. Ce qui n'est pas une catastrophe si on compare au G7, G8, G20. Même qu'on a un portrait assez enviable à ce niveau-là. Bon, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas se soucier des dettes, des déficits, de ne pas avoir de plan? C'est une autre chose. Puis c'est souvent ça, je pense, que les gens oublient, c'est que soit qu'on dit c'est pas grave, ou soit qu'on dit faut à tout prix combattre le déficit. Mais probablement que la vérité est entre les deux. Puis, d'ailleurs, je ne suis pas le seul à dire ça. Le fiscaliste, M. François Imbeau, comptable agréé chez Deloitte au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dit « Notre dette se situe à environ 30 du PIB et on dit que ce n'est pas grave. Mais entre ne pas être dangereux et être très confortable, il y a une marge. » C'est un peu ce que je reprends. Et lui, il fait une critique assez sévère du budget qui a été déposé. Parce que, évidemment, quand le député Richard Hébert parle du budget, je m'attends à ce qu'il nous dise des bonnes nouvelles, ça va bien, c'est bon pour les familles, etc. Si je demande à Karine Trudel dans Jonquière, elle va dire on a oublié de mettre des sous pour les brise-glaces, pour Alcan, puis c'est incomplet ce budget-là. Si on demande à Richard Martel, candidat conservateur, lui, il revient sur les déficits publics, etc. Alors, c'est dans la normalité des choses que le parti au pouvoir vende son budget, puis que l'opposition décrit et dit que ça n'a pas d'allure. Ça, tout le monde comprend ça. Mais qu'un fiscaliste qui, à ce que je sache, n'est pas candidat aux prochaines élections, dit que et ça, c'est assez révélateur, là. Il dit, à la lumière... il nous parle du flou artistique du budget. Il parle du fait qu'on a beau chercher, là. D'un point de vue régional, M. Imbeau n'arrive pas à cibler un point précis où la région peut être directement favorisée. Certains indices tendent à espérer certains investissements, mais rien n'est pour demain. Alors, tu sais, lui, là, il a épluché les 423 pages du budget. Fait que là, je me dis, bon, au-delà de la politique, là, ce qu'il dit, entre autres, c'est qu'il y a beaucoup de sommes qui sont annoncées pour 5 ans, mais qu'on ne connaît pas la finalité. Oui, c'est ça. Est-ce que, en fait, et puis ça, le gouvernement libéral actuel nous a un peu habitués à cela. Habituellement, quand tu lis un budget, tu regardes ce que tu as comme revenu, tu regardes ce que tu as comme dépenses, les dépenses étant significatives un peu de ce que tu veux faire dans l'année. Mais eux, là, ils nous présentent un budget davantage avec des mots qu'avec des chiffres, en nous disant, bon, ben oui, nous allons investir dans les infrastructures. Bon, on va investir. Là, tu dis combien on met? Puis on va mettre sur 5 ans, sur 10 ans, on va mettre 30 milliards sur 10 ans. Mais tu sais, mais quel type d'infrastructure? Exact, elles sont favorisées. Et c'est un peu clairement... là-dessus que je voulais te faire aussi entendre, mais je m'avais t'entendre là-dessus après notre pause que nous prenons quelques secondes et on revient sur le budget dans quelques secondes. Je vous dis que ça va faire du bien pendant les canicules. C'est vrai que c'est agréable, une baignade les soirs d'été. Ben, c'est mes petits-enfants qui seront contents. Oui. Votre projet est en sécurité. Excellent. Placez votre projet d'avenir en sécurité avec les produits garantis à 100% d'Épargne Placement Québec. Idéal pour votre CELI ou votre REER. Parlez-en avec l'un de nos agents d'investissement au 1-800-463-5229. Vous savez, je serais vraiment malheureuse si on n'avait pas d'hiver. Vous faites bien de vouloir en profiter. Je vais pouvoir skier autant que je veux. Oui, votre projet est en sécurité. Parfait, ça. Placez votre projet d'avenir en sécurité avec les produits garantis à 100% d'Épargne Placement Québec. Idéal pour votre CELI ou votre REER. Parlez-en avec l'un de nos agents d'investissement au 1-800-463-5229. Et nous revenons pour, après cette grande pause, pour vous permettre d'entendre des commentaires donc, sur l'actualité et plus particulièrement sur le budget. Nous en étions donc à regarder peut-être certaines mesures quand même qui ont été annoncées dans ce budget-là.
On parle d'égalité salariale homme-femme, d'égalité salariale au niveau des emplois aussi, ce qu'on appelle l'équité salariale. Un emploi similaire doit avoir un salaire similaire et on veut mettre cela de l'avant plus particulièrement au niveau des institutions qui dépendent naturellement du fédéral, plus particulièrement. Là-dessus, toi, ta vision par rapport à cet élément de politique qui se met de l'avant au fédéral, c'est quoi? Moi, je trouve que quand il y a plus d'égalité puis d'équité, c'est une bonne nouvelle. Là. Tu sais, je veux dire, moi, je ne suis pas contre la tarte aux pommes. Là. Puis, ce que je vois, par contre, c'est qu'on s'inspire pas mal de ce qui se fait déjà au Québec depuis longtemps. Oui. Puis, je voyais, entre autres, partager les congés parentaux et les sommes. Mais tout ça, ça ne comprend pas vraiment ce qui se fait au Québec, au moins parce que le Québec le fait déjà. Donc, ce que ça démontre, c'est qu'à quelque part, on était dans la bonne track. Puis, ce que d'ailleurs, le ministre l'a reconnu là-dessus. Hein, il a bel et bien indiqué qu'effectivement, il s'inspirait de ce qui s'est... Entre autres, sur la question des congés paternité, il s'inspirait. Ce qu'on veut aussi, à quelque part, c'est d'augmenter le taux d'activité chez les femmes. Oui. Puis, à ce moment, on a vu au Québec, avec les garderies, ça a fait un bond spectaculaire, ce qui fait que tu as des mesures sociales qui s'autofinancent presque à elles seules à cause de ça. En termes de principe, je pense que tout le monde s'accorde pour dire qu'il y a là quelque chose d'intéressant. Où ce qu'on est peut-être tous un peu dans l'expectative, c'est de se dire, ouais, mais on met combien d'argent, ça va être quoi la politique exacte, ça va être quoi Je pense qu'on va voir à l'usure et fort probablement dans le mois, dans l'année. Bien, on va peut-être le voir dans le bois aussi, parce qu'il y a des sommes annoncées pour la forêt, mais c'est des sommes, somme toute, petites pour la grandeur du pays que le Canada. Ouais. Puis, des fois, on annonce une somme sur 5 ans. D'abord, est-ce que c'est de la nouvelle argent? Exact. Mettons que c'est de la nouvelle argent, puis qu'on dit, je sais pas, moi, 100 millions par année pendant 5 ans, bien, il faut bien comprendre qu'à l'échelle du Canada, c'est pas grand-chose. Quand je vois les budgets qui sont annoncés en recherche en soi, c'est une bonne nouvelle. Oui. Est-ce que les cégeps ou l'UQAC vont en profiter? Bon, on ne sait pas, ça dépend des paramètres. Est-ce que rendu là, ça va jouer très politique pour savoir qui va obtenir son année ou pas? C'est sûr qu'on n'a pas eu l'occasion de se taper, nous, les 400 pages de ce budget, où il doit y avoir peut-être fort probablement un peu quelques détails sur les questions. Mais à partir de la thématique, on peut se dire, oui, comme tu dis, en recherche, bon, maintenant, il y avait des commentateurs qui signalaient hier, lors de la lecture du budget, qu'au Canada, parmi les G8, on était le pays où on investissait le moins en recherche et où, au cours des dernières années, on était en perte. Mais ça, c'est pas surprenant parce que les conservateurs ont coupé énormément. Dans les sciences humaines, ils avaient coupé au niveau de la recherche, sauf en administration. Oui. Les autres, des corps rouges, pas trop, ils n'aiment pas ça. C'est ça. Fait que, non, mais tu sais, puis, mais en même temps, je veux pas trop être sévère. Tu sais, je veux dire, dans le sens que quand tu es un ministre des Finances puis tu annonces des nouvelles sommes puis des marges de manœuvre, là, c'est tes ministres qui vont récupérer ça puis qui vont déployer des stratégies et qui vont préciser aussi. Ça fait partie de la vie politique. Donc, d'ici à l'octobre 2019, parce que là, eux aussi, ils vont avoir des élections. Là. Alors, ils vont déployer des nouveaux programmes. Ils vont faire le tour des provinces, puis le tour des régions pour faire connaître les programmes. Puis après ça, les gens vont déposer. Après, ils vont annoncer, puis après ça, on va repartir en élection. Il y a un peu de ça. Oui, à l'évidence. C'est le troisième budget. Alors, un troisième budget, alors que tu en déposes théoriquement 4, le troisième budget est habituellement mi-bonbon, mi-réaliste. Aussi. Mais par contre, il y a une affaire, c'est que dans ton troisième budget, parce que quand un gouvernement arrive au pouvoir, premier budget, c'est pas vrai que tu peux mesurer les effets des politiques. Non. Tu sais, il faut quand même être réaliste. Il ne faut pas être trop sévère. Il faut donner le temps. C'est aux deux, voire au troisième budget qu'on commence à voir si ça colle, s'il y a des résultats. Exact. J'aimerais peut-être t'entendre sur, et ça peut peut-être nous amener à un sujet peut-être un petit peu plus large, là, mais j'aimerais t'entendre sur le 50 millions de dollars qu'ils veulent investir au niveau de ce qu'on appelle les médias d'information locaux. Ça nous touche peut-être un peu plus, nous, ici. Là. 50 millions, c'est fort probablement... Ça fait 10 millions par année pendant 5 ans. Je ne sais pas si c'est le 5 ans ou le 50 millions la première année. Je sais pas. Quoi qu'il en soit, ce 50 millions qui est investi au niveau... On sait que la presse, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau local et au niveau régional aussi, on est en changement et en grande mutation à cause de la présence, entre autres, des Google et des
Netflix et Facebook. des Facebook de ce monde. J'aimerais t'entendre quand même, est-ce que la contribution du gouvernement, qu'il soit provincial ou qu'il soit canadien, dans les médias d'information, une intervention monétaire là-dedans. Toi, tu vois ça comment? De bon augure, de mauvais augure? Moi, je vois ça de bon augure dans le sens, ben là, ça dépend des paramètres, des critères qu'on se donne, là. Et, tu sais, je veux dire, puis si c'est bon pour Minou, c'est bon pour Pitou. Ça veut dire que si t'en donnes à un, t'en donnes à l'autre, là, tu sais, contrairement à ce qu'on a vu dernièrement, là, au Québec. Mais un coup qu'on a dit ça, d'abord, idéologiquement parlant, est-ce qu'on est pour que l'État intervienne? Oui, c'est ça, en fait. C'est Deuxièmement, il ne s'agit pas juste que est-ce que l'État doit intervenir, c'est que pourquoi l'État intervient? C'est parce qu'on se ramasse avec des médias qui sont fragilisés. Parce que les médias produisent de l'information, enquêtent, font des comptes rendus, alimentent. Mais Le débat public. Facebook ne produit rien. C'est une plateforme. Donc, c'est un peu ça le problème. C'est qu'à un moment donné, dans une société de communication et d'information comme on est, l'information, justement, doit avoir sa place. Il ne faut pas juste que ce soit des opinions polarisantes. Il ne faut pas juste que ce soit du divertissement. Alors, si tu me dis, Radio-Canada, est-ce qu'il faut continuer à les aider pour avoir une bonne programmation? Télé-Québec, est-ce qu'on doit aider Télé-Québec pour avoir des émissions à contenu scientifique, éducatif, culturel, historique? Même si, des fois, il y a juste 50 000 personnes un mardi soir qui vont l'écouter. Oui. Est-ce qu'il faut aider le devoir? Oui, parce que le devoir demeure, somme toute, beaucoup plus indépendant par rapport aux autres journaux. Est-ce qu'il faut aider les locaux? Oui, parce que l'information locale, c'est pour nous autres, le monde en région. Puis la couverture des enjeux régionaux à l'échelle du Québec, elle est ridicule. C'est ça, Influence Communication, Jean-François Dumas l'a dit lui-même. Elle est non seulement petite, mais elle est de plus en plus petite, cette couverture-là. Exact. Ce qui fait que moi, qui demeure au Saguenay-Lac-Saint-Jean, j'ai le quotidien, bon, j'ai la version Journal de Québec, Saguenay-Lac-Saint-Jean, j'ai des radios régionales, des hebdos, j'ai la télé communautaire. Je suis capable de savoir ce qui se passe dans mon monde. Mais que mes enjeux qu'on vit, que l'on voit ici, soient partagés à l'échelle québécoise, pas du tout. Non. Puis souvent, j'écoute un reportage sur les nids de poules sur le plateau Exact. à Montréal, j'en ai rien à foutre de ça. Puis, tu sais, c'est là, que Alors ça qu'on marche sait qu'à pas. Saguenay, il y en a aussi des bons, là. Ouais, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, c'est pour ça qu'il faut aider les locaux, les régionaux, au niveau de l'information. Oui. Mais là, ce que j'ai hâte de voir dans ce programme-là, Ouais, quand le c'est- fédéral dit c'est pour les locaux, est-ce que c'est local dans le sens de télé communautaire, radio communautaire, ou si c'est dans le sens média régional, genre quotidien? Ou encore, Parce que là, quand tu es au fédéral... Est-ce que c'est aussi au niveau provincial? On sait que la presse, le devoir et ces médias-là ne devraient pas être compris, semblerait-il, là-dessus. Non. D'ailleurs, mais c'est eux autres aussi qui sont en grave problème aussi. Écoute, moi, je trouve que l'avancée de 50 millions, peu importe, là, fort probablement que ce n'est pas avec ça qu'on va changer le monde demain matin. Est-ce que ça va être suffisant pour faire en sorte que, localement, au niveau des médias présents, ils vont pouvoir obtenir, parce qu'on ne se cachera pas, là, c'est pas pour la production papier là, que cet argent-là va aller, c'est pour l'embauche de personnel qui vont aller faire du travail sur le terrain, qui vont aller... c'est pas pour la mise en page. Ah, puis non une plus. certaine numérisation aussi Et de ça, c'est l'information, évident les que sites ça web, va venir, que ça va être présent. Mais c'est pour l'embauche aussi, donc, de journalistes à faire de l'enquête. et qui vont pouvoir travailler là-dessus. Alors, c'est créateur d'emplois, mais c'est surtout pour notre milieu, nos milieux, une façon de faire en sorte que l'on sache ce qui se passe, non pas sur notre voisin d'à côté en regardant par la fenêtre, mais en regardant des problématiques qui vivent, qui sont comme les nôtres et qu'on peut ensemble être capable d'y trouver des solutions. C'est un peu ça qui est le rôle aussi de la presse locale. Et la presse locale, en tout cas, moi je trouve qu'on a mis quelques dollars, là, OK? Il faudrait qu'on continue dans le même sens à ce niveau-là. Alors, ça nous fait faire un peu le tour du budget. As-tu d'autres éléments qui pourraient peut-être être intéressants à signaler? Non, ça va. Je pense qu'on aura la chance d'y revenir de toute façon. Parce que, bon, à la limite, un budget, tu l'annonces une journée puis tu entends parler toute l'année. Tu peux en entendre parler plus.
Je regarderais peut-être au fédéral. Il y a des aspects politiques. C'est aujourd'hui Ah que oui, là, c'est une on grosse savait nouvelle. ce qui se passait avec le Bloc québécois. Je te laisse y Là, aller pour c'est, nous indiquer comment ce qu'il y en on dit était. ça? C'est retour vers le futur. Parce que là, ce qu'on apprend, c'est que, bon, vous savez, il y a 10 députés bloquistes à la Chambre des communes. Sur les 10 députés, bon, on a Martine Ouellette qui est chef, qui siège à Québec, dans le comté de Vachon, mais donc qui est chef non élu du Bloc. Et là, ce qu'on apprend, c'est que tu as 3 députés qui suivent Mme Ouellette, mais tu en as 7 qui claquent la porte. Alors, c'est sûr que ça, en plus de tous les problèmes que le Bloc connaît depuis 2011, ils sont venus à 2 députés, ils ont réussi à en faire élire 10, et là, c'est 7 qui vont siéger comme indépendants. Donc, c'est certainement pas une bonne nouvelle pour Martine Ouellette un matin. C'est pas une bonne nouvelle pour le Bloc québécois. Il n'y a rien de positif là-dedans. Pour eux autres. Maintenant, pour eux autres, c'est ça. Maintenant, quel est l'enjeu? Parce que là, je me suis dit, c'est pas juste parce que je t'aime pas, t'es fin, t'es pas fin. Il doit y avoir un enjeu. Bien, l'enjeu, c'est le suivant, c'est que les députés, les divergences sont grosses. En fait, c'est quand nous défendons la culture québécoise, OK, c'est que l'enjeu est le suivant, c'est qu'on voudrait d'abord et avant tout mettre de l'avant les questions en lien avec l'indépendance du Québec et subordonner les questions reliées aux intérêts du Québec. Ce que les 7 démissionnaires disent, non, on va parler des intérêts du Québec et naturellement, on va parler de la question d'indépendance. Là, pour monsieur, madame, tout le monde à la maison, c'est peut-être un peu l'œuf ou la poule, mais rappelons-nous, lors de la dernière course à la chefferie du Bloc, il y avait Mario Beaulieu et il y avait une autre personne, un député qui était là depuis un certain temps. C'était pas M. Plamondon, là, j'essaie de me rappeler son nom, en tout cas, c'est pas important. C'est finalement Mario Beaulieu avec 53 du vote qui avait gagné. Et tout de suite, Mario Beaulieu avait dit les choses qu'on fait depuis 20 ans, parler des intérêts du Québec, oubliez ça, il faut faire les choses différemment, on va mettre l'indépendance en avant. Et là, déjà, ça avait commencé à grenouiller. Déjà, parce qu'avec M. Duceppe, puis avant, on était dans les intérêts du Québec, et même avant le référendum ou après le référendum, ça a donné de très belles années, de très belles élections au niveau du Bloc québécois, cette mentalité de défendre les consensus québécois aussi. Et là, c'est ce qu'on remet en question. Alors, tu as 3 députés qui disent qu'il faut d'abord et avant tout parler d'indépendance à Ottawa, et les autres disent non, parlons des intérêts du Québec. Puis ils disent, les députés démissionnaires arguent qu'ils ne parviennent plus à faire leur travail car il y avait confrontation hebdomadaire avec la chef. Et là, on nous dit, bon, bien justement, quand on parle de ces questions-là, d'intérêt, quand nous défendons la culture québécoise, l'identité québécoise, les façons de faire du Québec et le développement du Québec, nous faisons la promotion de l'indépendance. Alors, c'est ça l'enjeu. Puis là, en plus, c'est qu'on sent qu'il y a un problème de communication, un problème de non-confiance. Il y a des députés qui disent on apprend les positions du parti le matin quand on lit le journal. Okay. On n'est pas consulté. Là, c'est bloqué, le Canada. Ouais, là, ça... Et là, Louis Plamondon dit quelque chose Écoute, Louis Plamondon, c'est le doyen. Là, ouais. Ça fait depuis le début 93 qu'il est élu. Il dit je n'ai jamais vu un parti où le chef perd le contrôle de son caucus. Il se passe toujours la même chose. Le chef part. Donc? Ben, et là, dans cet article-là, qui est écrit dans Le Devoir, il y a même des députés. Louis Plamondon avait la voix brisée par l'émotion en annonçant la nouvelle. « Je quitte la chef, mais je ne quitte pas le Bloc », a-t-il affirmé. Et pareil un peu pour les autres. Là. Donc, l'état d'esprit, là, c'est pas Jojo. Donc, ce qu'on comprend, c'est que les jours de Martine Ouellette sont comptés. Je pense, ça me semble évident. Et de 2 du Bloc, non? Le Bloc, là, écoutez, on a annoncé ça, je ne sais pas combien de fois. La dernière fois, tu as quand même 830 000 personnes qui ont voté pour le Bloc. Ouais. Ça fait 20 des électeurs. Ça a donné 10 députés. N'oubliez pas que le Parti vert du Canada, d'un océan à l'autre, il y a eu 600 000 votes. Un député. Au Québec, le Bloc est arrivé 2e après les libéraux. Je veux dire, le NPD et le conservateur, présentement, au Québec, sont pas meilleurs dans les sondages. Là. Le Bloc est 2e, puis 2e chez les francophones, puis ils rivalisent même chez les... Fait que, tu sais, je veux bien là, qu'on dit, on l'enterre, le Bloc, puis c'est fini. Mais là, quand je regarde ce que c'est, il y a encore des gens parce que là, demain matin... Fait que c'est fondamentalement démocratique.
Moi, je n'ai pas à dire si le bloc doit exister ou pas. Tu sais. Voilà. Il est là. Mais en termes de reconnaissance au niveau de la Chambre des communes, à 3 députés, ils n'auront pas la reconnaissance de parti. Ben ça, c'est un peu le drame. Hein. Pour le Bloc, là, Ouais. c'est qu'à la dernière élection, il y avait 10 députés. Ouais. On sait que M. Duceppe a été battu dans Sainte-Marie-Saint... c'est ça, Sainte-Marie-Saint-Jean? Oui. Mais s'il y avait eu, là, vous allez me dire, avec des si, on peut mettre Paris en bouteille, Oui, oui. mais s'il y avait eu 12 députés au lieu de 10, là, tu as plus de recherchistes, tu as plus de budget, tu as Oui, plus de oui. questions, tu as plus de visibilité. Déjà, Puis le t'as soir, plus au bulletin de nouvelles, on parle plus de toi. Alors là, en ayant 10, ben, puis en n'étant pas reconnus, ben, ils sont confinés à une marginalisation, même si il y a au-dessus de 20 de la population du Québec qui a voté pour le Bloc. Mais je te reviens sur la question que tu nous que t'amènes là, sur comment est-ce qu'il faut qu'ils abordent leur travail à la Chambre des communes. Est-ce qu'on met de l'avant la promotion de l'indépendance ou est-ce qu'on met de l'avant les intérêts du Québec dans les priorités? Et les consensus, naturellement, au Québec dans les priorités d'intervention. Là, on a véritablement, et je ne sais pas si c'est quoi ta position là-dessus, mais on n'a pas là le problème fondamental d'un parti qui est à la recherche du pourquoi, du comment il est là à la Chambre des communes. Je veux dire, on est... C'est sûr qu'à chaque fois qu'on repousse l'échéancier référendaire, pour toutes sortes de raisons, que ce soit des raisons politiques, parce que les gens n'en veulent pas, parce que le Parti québécois est en repositionnement, peu importe, là, c'est sûr qu'à chaque fois qu'on repousse ça, là, il y a du monde qui regarde le Bloc et qui... Ouais, c'est que vous faites là. C'est que vous faites là. Parce qu'on se souviendra du pourquoi, du comment que le Bloc est venu au pouvoir. Oui. Pas au pouvoir, pardon, a été élu. Il a été élu pour faire en sorte que, oui, au référendum de 95, on pourrait avoir quelqu'un qui pourrait parler Une force à de Ottawa, frappe. de nous autres aussi. Et, on a eu la chance à ce moment-là de constituer officielle. l'opposition officielle. Faut le faire. Alors, je pense qu'il y avait eu, de la part du Québec, une volonté électorale quand même assez ferme sur, oui, ce serait peut-être intéressant d'avoir des gens qui pourraient être capables de représenter les intérêts l'idée face d'avoir à un chien de garde. éventuel. Après, là, on devait partir. Hein? Mais gars, il y a eu le scandale des commandites. Oui, mais... Après ça, il y a eu le sentiment anti-Harper. Oui, mais là, Jusqu'à ce qu'en 2011. Dans le fond, c'est en 2011 ça a commencé à mal aller là, pour le Bloc. On n'a plus de sujet. Il n'y a plus de sujet. Il veut dire on n'est pas capable de... quand tu as 10 députés, tu n'es pas capable de dire au nom du Québec, tu es capable de le dire, mais ta légitimité de le dire devient un peu moins grande et ça fait en sorte que ça passe du côté de la presse, ça passe à côté. Puis le Bloc a besoin d'augmenter ses appuis. Alors, il serait peut-être mieux d'aller vers les intérêts du Québec puis les consensus, plutôt d'aller vers les questions d'indépendance présentement. Puis après ça, il est un peu tributaire de ce qui se passe à Québec aussi. Là. Oui. Ben, tiens, moi, en tout cas, je reviens toujours à ce que le père de l'indépendance du Québec, René Lévesque, disait. OK, à Ottawa, là, on n'a pas d'affaires là. À Ottawa, là, si on a d'affaires là, ça va être pour aller négocier l'indépendance et non pas pour être représentant à la Chambre des communes, comme de quoi on n'a pas de pouvoir, pas de légitimité, pas de reconnaissance. En tout cas, c'est ce qu'il disait. C'est ce qu'on n'a pas fait, mais c'est pas grave. C'est ce qu'il dit. Hey, peut-être que le Bloc pourrait dire les 10 démissionnent tout de suite, automatiquement, pour avoir 10 partiels d'une claque. Puis tout le monde se ramène au PQ. Puis, ça pourrait être ça. Oui, mais par contre... Mais là, ils font 147 000 par année. Oui, mais là, c'est exactement ce que je t'amenais. Même plus, un peu. Tu refais des élections et là, les gens vont dire, ben oui, faites des élections, vous faites des élections. Fait que pas sûr que l'image qui ressort de ça pourrait être bonne en les revoyant arriver au Québec. Ouais. Mais en tout cas, ceci pour te dire qu'effectivement, il faudra peut-être avoir les yeux là-dessus dans les prochaines semaines. Est-ce que le même Bloc, prochaines heures. Dans les prochaines heures. Qu'est-ce qu'il y en a avec les chefs et ça? Hey, on restera au fédéral quand même. Notre premier ministre, M. Justin Trudeau, arrive d'un voyage en Inde où on a pu voir effectivement sa très belle garde-robe de l'habillement indien pendant ce temps. J'aimerais ça t'entendre. C'est-tu nécessaire, ça, ces voyages-là, qui ont, sur une question d'une valeur économique,
parce qu'il était à valeur économique avant d'être valeur politique. Est-ce que ces voyages sont encore aujourd'hui, à l'ère des communications, Internet et tout le kit, nécessaires pour se faire un show médiatique? Est-ce que c'est encore nécessaire? D'abord, sur les costumes, là, parce que ça, c'était incroyable ce qu'on a vu sur les médias sociaux, là, les caricatures, là, il y en a eu de toutes les sortes. D'abord, on peut dire que M. Trudeau en a fait un peu trop en se costumant de la sorte, là. Mais Stéphane Harper aussi, il a fait ça, puis ça n'a pas donné autant de tollé à l'époque. Bon, un coup qu'on a dit ça, je verrais mal, je sais pas, moi, un président chinois arriver avec une ceinture fléchée, genre comme Ben Bellin, ambassadeur du Québec, avec sa canisse de sirop d'érable parce qu'il vient visiter le Canada, là, tu sais. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, comment on dit ça? Trop, c'est comme pas assez. Moi, je peux comprendre que dans des événements précis, des événements thématiques, organisés par la diplomatie canadienne, des choses comme ça, c'est correct. Mais là, les gens avaient l'impression que ça n'était que ça, ce voyage-là. Mais la vraie question qu'il faut poser, c'est qu'il allait là pourquoi? Pour signer des ententes, pour des emplois. Est-ce qu'il a atteint l'objectif? Bon. S'il a atteint l'objectif économique qui était donné dès le départ, moi, je me dis, costume ou pas, à la limite, c'est de la diversion. C'est exact. Par contre, c'est que... Mais ajoute à ça qu'il y a eu quand même pas une entorse, quasiment, où tu as des députés sikhs dans le caucus libéral, où il y a des liens avec les minorités sikhs, et là, quelqu'un qui aurait été accusé d'avoir tiré sur un dignitaire indien à Vancouver dans les années 80, et que là, lui, persiste à dire que non, qu'il connaît M. Trudeau, puis que s'il le connaît, s'il voit sa rue, M. Trudeau va lui dire bonjour. M. Trudeau dit non, je ne le connais pas. Bon, tu sais, là, à un moment donné, ça devient... Ça pose aussi la problématique de qui vient, qui accompagne. La proximité, puis de la sécurité, qui accompagne etc. les premiers ministres dans ces... Puis là, le comble, c'est quand, semble-t-il, dans une discussion, ils ont nié cela, mais ceux qui suivaient la discussion et qui faisaient des comptes rendus nous ont dit que comparé, de façon, je dirais, plus que maladroite, le mouvement sikh, dans une guerre civile qui a fait 80 000 morts, par rapport au mouvement souverainiste québécois qui est très pacifique. Il a encore fait... Celui-là, je l'ai trouvé exagéré, là. Donc, quand on prend tout ça, même s'il a signé ce qu'il avait signé, même si, exemple, il a créé avec ces signatures-là 6 000 emplois au Canada, exemple, parce que je pense que c'était ça l'enjeu, il y a tellement eu de mauvaises nouvelles que politiquement, c'était pas une bonne semaine. Ça n'a pas été... Même s'il a atteint l'objectif, même si le reste, à la limite, ça pourrait paraître accessoire pour bien des gens, sa semaine n'a pas bien été. Parce que c'est ça que les gens ont retenu. Exact, l'image qui en ressort. Oui. Hein, c'est la politique, c'est ça, c'est l'image, c'est la perception. C'est beaucoup d'images. Écoute, il nous reste quelques minutes. Je sais que tu voulais peut-être pas nécessairement... tu avais un sujet que tu voulais nous amener, qui était peut-être davantage au niveau local et régional. On sait qu'il y a eu une rencontre avec le premier ministre, M. Couillard, et des élus de la région, et on devait faire valoir des priorités dans chacun de ces milieux-là. Tu as pu mettre la main, effectivement, sur un document, je pense, intéressant. Tu pourrais-tu nous commenter ou nous indiquer un peu qu'est-ce qu'il y en je pense qu'on peut le commenter, parce que ce matin même, dans ma voiture, j'écoutais la radio de Radio-Canada. C'était M. Lucien Boivin, maire de Saint-Prime, qui commentait la rencontre. Et il exposait, entre autres, les dossiers qui ont été amenés par ce qu'on appelle la table régionale des élus. Okay. Ça a déjà été la table des préfets. Oui. Maintenant, c'est la table régionale des élus. Parce que vous savez qu'à l'époque, Jean Tremblay... D'abord, avant, la conférence régionale des élus existait. Maintenant, elle n'existe plus. Alors, ça n'a pas la même envergure que la CRE. Non. Mais c'est un lieu où les élus peuvent se rencontrer. S'ils veulent aussi, je pense, ajouter des gens là, de la société civile ou des invités qui peuvent les alimenter sur des sujets, ils peuvent le faire. Et là, pourquoi je dis que ce n'est plus la table des préfets et que c'est la table des élus? Parce que là, Mme Josée Néron, elle participe. Effectivement. D'ailleurs, on a vu, il n'y a pas longtemps, à Dolbeau-Mistassini, que la ville, ici, a reçu les maires d'Alma, Robertval, Saint-Félicien et Mme Néron. Puis à ma connaissance, et à la connaissance d'autres avec qui j'ai discuté, ça faisait peut-être 20-25 ans que le maire de Saguenay n'était pas venu à Dolbeau-Mistassini. Non, mais tu sais, c'est majeur. Exact. Alors là, ça, c'est le côté positif de la chose. Là, ils ont l'air à vouloir se concerter puis à discuter. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a proposé des dossiers. Il y a des dossiers là-dedans qu'on parle depuis très longtemps, l'autoroute Alma-Labbé. Oui.
On sait que présentement, on est à compléter le petit bout qui manque à la baie, et à savoir à Saint-Bruno, alors tracé sud, tracé nord. D'accord, Ça a oui. déjà été tracé nord, le consensus. Finalement, en 2007, c'était le tracé sud. Il semblerait qu'on retomberait avec le tracé nord pour ensuite, peut-être, éventuellement, déployer davantage autour du lac. Ça a au moins l'avantage qu'elle n'en ressort pas. Non, mais en tout cas, ça, Mais ça donne un on paquet de peut débat. attendre encore, mais quand même, si on était capable de compléter, que ce soit jusqu'à Alma de l'autre côté, mais de donner encore un peu d'extension à ça, ça serait vu pour bien des jeunes bonnes nouvelles pour faciliter les communications intra-régionales. OK. Après ça, toutes les questions de téléphonie cellulaire. Oui, Le ça, téléphone c'est encore- cellulaire, tu sais, dans les années 60, on a poussé la nationalisation de l'électricité parce que c'était vu comme, un bien de première nécessité. Exact. Moi, je pense qu'aujourd'hui, quand tu regardes que les taux de travailleurs autonomes augmentent sans cesse, le télétravail, etc., la numérisation, l'économie dite intelligente, ou appelons ça, si tu as besoin de ça, là, Oui, tu sais, oui. Internet haute vitesse, téléphonie cellulaire aussi, donc j'en reviens pour, parce que un, à la limite, je trouve, ne va pas sans l'autre, pour les raisons de sécurité, avoir des populations bien desservies. Écoutez, là, on est en Mais ça serait 2018, là, ça m'apparaît... Depuis. Ça fait longtemps qu'on parle de ça. Exact. C'est Mais ce il que y a je eu vais des amener. améliorations, une Oui, tour à oui, Longueuil, il y a- Lac Bouchette, ça on a des commence, points, mais. C'est long. Hein? Après ça, projet de gaz naturel, on sait que c'est un enjeu qui existe. Pour la Il y a MRC, eu avec les serres Toundra, là, dernièrement, un effort, le tuyau est allé plus loin. Mais là, on est en train de regarder quelque chose de beaucoup plus vaste comme projet. Voie ferrée. Ici, oui. Étude à confirmer. Voie ferrée, semble-t-il que donc ça a été... excuse-moi, je commence à avoir la gorge sèche. Que ça a été un enjeu. Et aussi la déphosphoration autour du lac. Bref, c'est des questions La question environnementales. des algues. Des algues bleues-vertes. bleu-vert. Bon, bien, écoute, on se laisse là-dessus. On en est tout près de la fin. Juste pour dire que je te remercie beaucoup d'avoir assisté. Ça fait plaisir, ça faisait un à petit bout que piloter. j'étais Ben pas oui, ça venu. faisait un bon bout. Mais Oh, de ça, oui, j'étais bien content de ils l'invitation. Ils m'ont donné ton rôle pendant depuis le mois de septembre. Alors, ça l'a fait en sorte qu'on était donc très heureux de te recevoir et on vous souhaite la meilleure des semaines, de même que notre rendez-vous que nous vous invitons à être donc la semaine prochaine. Et cette fois-ci, fort probablement que Pierre devrait être présent. Merci.